Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette édition consacrée au championnat d'Afrique des Nations, la deuxième journée dans le groupe C, le groupe du Maroc, champion en titre, tenu en échec un but partout par 0 but partout par le Rwanda ce soir au stade de la réunification de Douala Bepanda. Le Congo qui jouait son deuxième match de la compétition s'est quant à lui imposé 2-1 sur l'Ouganda, un match très plaisant avec des buts de qualité. Nous allons en parler dans cette édition avec nos consultants habituels qui nous accompagnent dans cette aventure depuis le 16 janvier dernier. Et puis nous parlerons également de la deuxième journée, les affiches de la deuxième journée dans le groupe D. Les matchs vont se jouer demain dans la ville de Limbe. Hermine Maï, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Sylvestre Hippolyte, bonsoir à tous les téléspectateurs. Charles, bonsoir. Bonsoir Sylvestre. Bienvenue. Merci, je salue tous ceux qui nous regardent en ce moment. Voilà donc messieurs, madame, en espérant que Clément Zeko va certainement être avec nous dans quelques instants. Commençons par ce match, le premier qui s'est joué ce vendredi au stade de la réunification de Douala. Les Marocains qui sont imposés chez les Togolais 1-0 à la première journée de ce groupe C. Pensaient faire autant avec l'équipe du Rwanda qui, elle, la première journée n'avait pas gagné son match. Oui, mais nous l'avions déjà souligné au cours de la première journée. Le Maroc a certes gagné, mais il aurait pu ne pas gagner, tel que le match était déroulé. Et cet après-midi, le Maroc a montré encore qu'il est vulnérable. Il est vulnérable parce que il était face à un Rwanda qui avait opté pour les grands gabarits. Je vois leur avant-centre de cet après-midi, numéro 16, qui avait toutes les allures de Lukaku. Vraiment grand de taille, costaud. Leur numéro 10, lui on le savait déjà que c'est quelqu'un qui est physiquement costaud. Et ça a fait que le match, à mon avis, s'est joué sur un faux rythme. Ce n'était pas vraiment en dehors de l'homme du match qui a fait l'unanimité. C'est-à-dire que quand on annonce son nom, tout le monde applaudit pour approuver le numéro 3 latéral droit marocain qui a été vraiment phénoménal au cours du match. C'est-à-dire qu'il a sorti toute la panoplie du footballeur, c'est-à-dire que savoir se démarquer, la vitesse, la puissance, le dribble en mouvement, le centre, la passe, vraiment le sens des initiatives. Il a sorti vraiment tout son tableau. S'il y a des recruteurs là aujourd'hui, je suis certain que son agent va avoir quelques coups de fil. C'est lui qui a été en réalité finalement l'étincelle qui a remonter un peu ce match qui, de mon point de vue, était relativement terne parce que il était heurté. J'ai eu l'impression que les deux équipes accusent déjà le coup physiquement. C'est-à-dire, j'ai senti les Marocains, il n'y avait pas d'agilité, l'agilité habituelle, même de la part des attaquants marocains, notamment leur avant-centre que nous avons connu, buteur, serial killer. Une fois de plus, il a été complètement transparent. Vraiment, c'est à peine si de temps en temps il prenait quelques balles d'eau au but pour remiser, mais on ne l'a pas vu dans le jeu vraiment participer, donner des occasions de marquer. C'était quand même un match à mon avis relativement terne par rapport à ce qu'on a vu un peu avant à la première journée. J'ai l'impression que les organismes commencent à accuser le coup et c'est inquiétant à la deuxième journée seulement. C'est inquiétant. Mais c'est vrai que Rwanda, tout le monde, le coronavirus est passé par là. Et peut-être qu'on a trop chargé les joueurs et qu'au moment de la compétition, ils sont en train de mal digérer la charge. Mais à mon avis, le match s'est joué sur un faux rythme qui donne des espoirs à l'équipe qui va rencontrer le Maroc en dernière journée, l'Ouganda, qui peut damer le pion. Il suffit d'y croire parce que le Maroc est vulnérable. Mais ces Ougandais aussi n'arrivent pas à s'imposer dans cette compétition. Ils font partie des équipes qui étaient attendues, surtout quand ils ont remporté le Mini-Chan. Le Mini-Chan, oui, ils ne confirment pas. Ils ne confirment pas. C'est difficile. C'est difficile pour eux. Ils n'arrivent pas à tenir le rang qu'ils ont montré. C'est là où on voit encore que match de préparation, match amicaux et compétition, c'est autre chose. L'influx nerveux qu'il faut mettre n'est pas pareil. Et je pense qu'ils ont rencontré également un Togo qui était venu décider à ne pas sortir de la compétition. Donc, on a vu cette opposition-là qui a montré que l'Ouganda n'est plus tout à fait souverain. Il a des joueurs qu'on a beaucoup appréciés pendant le pré-CHAN,
Mais là, ils ne sont pas en train de confirmer. Est-ce que c'est l'enjeu? Est-ce que c'est les entraîneurs adverses qui ont préparé des plans contre eux? Mais ils ne sont pas tout à fait flamboyants comme on les a vus au Pré-Chan. Donc, ça va être difficile. La Zambie crée la surprise face au Maroc, on peut le dire comme ça? Le Rwanda, pardon. Le Rwanda, oui, face au Maroc. Bon, disons que hier, lorsque l'on décryptait déjà en guise d'avant-match, justement, cette rencontre, je vous avais dit que c'était une rencontre à double tranchant. Surtout côté marocain, où on aurait certainement peut-être l'occasion de voir un Maroc qui, d'une fois de plus, aurait la maîtrise véritable de son sujet et à un moment donné fera juste le strict minimum et gérer la rencontre justement pour préparer les échéances à venir. Ou alors, c'est la confirmation de ce que ce Maroc est véritablement vulnérable et qu'il y a aujourd'hui la possibilité pour les autres équipes d'aller justement titiller cette équipe championne en titre et d'encourager les points. Et aujourd'hui, on s'est bien rendu compte que c'est un Maroc qui est véritablement vulnérable, qui, au-delà justement de tout ce que l'on pense, tout le bien que l'on pense d'elle, en travers la qualité du championnat, le fait qu'il soit champion en titre aujourd'hui, n'assure plus, ne donne plus justement cette garantie nécessaire. On l'a bien vu, le Rwanda peut avoir des regrets aujourd'hui. Moi, je peux dire aujourd'hui bien heureux, le Maroc qui, après 2 journées, justement, exactement, le Rwandais, bien heureux le Maroc qui aujourd'hui, après 2 journées, sans avoir prouvé, même dans la qualité du jeu, on l'a dit, il y a certaines petites individualités qui se démarquent côté marocain, mais ce n'est pas suffisant pour une équipe détentrice du trophée avec la qualité du championnat que l'on connaît au Maroc. Aujourd'hui, il y a certainement beaucoup de choses que l'on interrogerait. Quand on voit ce Maroc qui accuse le coup aujourd'hui, ne serait-ce pas la condition climatique, parce qu'on sait qu'actuellement c'est pratiquement 2 climats différents côté marocain et ici de notre côté en Afrique centrale, et maintenant comment est-ce que le Maroc s'est préparé? Est-ce qu'il est venu s'acclimater? Est-ce que quand Charles parle de cet essoufflement, c'est cette forme physique que semble prendre le coup physiquement que semble prendre le Maroc, on est quand même en même de s'interroger. Vous savez qu'il fait très chaud actuellement. Est-ce que justement à ce niveau les conditions sont réunies? C'est pour cela que généralement on demande souvent aux équipes d'aller dans des contrées un peu similaires aux pays où ils vont jouer des compétitions pour essayer de s'acclimater. On sent aujourd'hui que c'est un Maroc qui accuse véritablement le coup, mais qui est bien heureux parce que fait toujours le boulot, le minimum. C'est le Maroc qui aujourd'hui est première de sa poule avec 4 points sans avoir véritablement prouvé quoi que ce soit. On attend de voir la suite de la compétition, certainement qu'on aura une autre équipe ou alors au second tour, comme elles savent souvent justement démarrer sous forme de moteur diesel, certainement que ou alors comme la dernière journée se joue à 20h, il fera peut-être un peu moins chaud. Exactement. Peut-être que l'équipe va retrouver un petit peu de souffle. De souffle et de jus, ça c'est aussi vrai parce que c'est un argument qu'il va falloir aujourd'hui aussi examiner. Mais pourtant on a constaté que sur ce match, en première période, alors que le soleil était encore sur le ciel de Douala, le Marocain semblait être un peu plus actif. Lorsque le soleil est retombé, après 17h, 18h, c'est à ce moment que les Rwandais ont vraiment pris le dessus sur le Maroc. Oui, le problème des Rwandais, c'est que je crois que c'est dû au fait que quand vous choisissez les grands gabarits, vous avez choisi le moteur diesel. Les grands gabarits démarrent lentement, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas démarrer un match pied au plancher parce qu'ils sont costauds, il faut qu'ils prennent la température du match. Et généralement, les grands gabarits, c'est vers la deuxième mi-temps qu'ils commencent à se libérer un peu pour jouer. Malheureusement, pour les Rwandais, au moment où ils doivent prendre la vitesse de croisière, parce qu'ils ont retrouvé un petit peu d'agilité, le souffle commence à manquer parce que la préparation n'a certainement pas été ce qu'il fallait, la condition physique. Regardez, le prototype de ce que je dis, c'est leur numéro 10. Vous l'avez vu à la première journée, il était pas mal du tout. C'est-à-dire que dans la façon de distribuer le jeu, il était quand même intéressant. Aujourd'hui, il a complètement déjoué. C'était difficile en dehors d'une ou deux frappes qu'il a tenté à un moment donné, mais il n'était pas souverain comme la dernière fois. Et vous sentiez que les jambes pesaient, les jambes étaient lourdes. À un moment donné, il a même pris un coup, il est tombé. On a cru qu'il allait sortir complètement parce qu'il avait du mal à se relever. Donc je pense que le Maroc, peut-être que, je dis en dehors de l'homme du match, on dirait qu'il y avait lui et il y avait l'autre équipe du Maroc. Parce que lui, il était vraiment complètement agile, complètement physiquement au point.
Il a joué du début à la fin quasiment sur le même rythme. Mais ses coéquipiers donnaient l'impression, notamment celui qui est censé être l'organisateur de jeu au milieu de terrain, le numéro 10, il jouait par à-coup. Il jouait par à-coup. À un moment donné, il était même un peu dilettante sur les bords. C'est-à-dire que vous avez l'impression qu'il n'est pas en train de prendre les choses au sérieux. Mais je crois que c'est physiquement qu'il s'en ressentait. C'est pour ça qu'on avait cette impression. Donc, le gars qui a été homme du match, à un certain moment, il allait beaucoup plus vite que toute l'équipe. Il sollicitait tellement le ballon que il était en déphasage avec le reste de l'équipe. Donc, je crois que le Maroc a peut-être voulu faire le calcul du champion qui est venu pour ne pas perdre. Et puis le Rwanda, il a constaté que physiquement en face, ça... Ou peut-être les Marocains entendent monter en puissance lors de la deuxième partie de cette édition du CHAN. Non, mais je pense qu'il doit avoir un sérieux problème côté Maroc. Certainement qu'on n'a pas aujourd'hui peut-être la possibilité d'infiltrer l'état-major de cette équipe pour savoir quel est justement le quoi que cette équipe rencontrerait. Parce que quand vous avez même vu le dispositif de départ côté Maroc, il joue pratiquement un 5-2-3 avec une densité au niveau de la défense. C'est-à-dire qu'on va à la limite garer le bus. Et ça s'est vu pratiquement toute la rencontre où on n'a pas comme eu l'impression que justement c'était une équipe marocaine souveraine. Non, elle a accusé le coup véritablement à un moment donné. Et après, moi je peux comprendre aujourd'hui le choix qu'a pu faire le coach rwandais à un moment. Quand vous avez regardé les Marocains, ce sont tous des petits gabarits. Tous des petits gabarits et surtout au niveau de l'axe central, en fait la charnière défensive, ce sont tous des petits gabarits et certainement peut-être côté rwandais on s'est dit si on allait justement mettre un peu du physique et justement la taille de ces différents attaquants, certainement sur des occasions avec les coups de pied arrêtés, on aurait peut-être l'occasion de battre son vis-à-vis et pourquoi pas marquer un but. Moi je me dis quand j'ai essayé de regarder, parce qu'il faut le dire et Charles l'a très bien expliqué, c'est-à-dire que quand vous prenez le risque aujourd'hui de titulariser des gars avec de gros gabarits, c'est pas pour que l'on produise le résultat la tête de croisière, ça prend du temps parce que justement l'organisme de ce dernier ne démarre pas comme celui avec les petits gabarits. Donc moi je peux expliquer ça comme ça de cette manière pour dire que certainement côté Rwanda on a regardé que chez les Marocains c'était assez petit en termes de taille, on s'est dit on va aller leur imposer la force physique, le jeu physique et certainement à ce moment on aurait une occasion qui nous permettrait peut-être pas pourquoi pas un coup de pied arrêté, un corner comme ça, de pouvoir justement sur une action de ce genre. Alors justement, on va écouter Lucène Amouta, le sélectionneur de l'équipe du Maroc, qui était en conférence de presse après ce match de 0 but partout contre le Rwanda. Je disais que c'est vrai que de plus en plus ça devenait un petit peu difficile avec le bloc très organisé, avec un bloc très bas, très organisé de l'équipe rwandaise. Donc ça a été difficile. On a essayé de passer d'abord en début du match par les côtés. On s'est créé quelques actions dans l'axe avec de 10-1-2 et 10-1-2-3. Mais malheureusement, comme dans le premier match, on n'a pas marqué. Donc on doit s'attendre tous les matchs à de telles situations de jeu. Donc il faut être créatif au niveau de l'attaque pour pouvoir donc marquer des buts. Et voilà, Lucène Amouta, le sélectionneur de l'équipe du Maroc, reste tout de même assez froid dans sa lecture de jeu. On peut comprendre que ce Maroc joue un peu avec les nerfs de tout le monde. Ils savent où ils vont. Ils prennent match après match. L'essentiel pour eux, on a l'impression, c'est d'abord de passer au second tour. Bien sûr, c'est l'essentiel pour toutes les équipes aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'on est le Maroc, on est champion en titre, que ça nous donne des garanties de ce que justement on pourra aller damer le pion à tous nos différents adversaires. Non. Aujourd'hui, je vous ai dit la dernière fois qu'au-delà du jeu, il faut aussi, quand on va dans une compétition de cette envergure, la tactique de comment est-ce que l'on aborde la compétition. Lorsque vous vous rendez compte que l'adversaire du jour est certainement coriace et que vous n'aurez pas sur les faits de jeu l'occasion de lui damer le pion, il faut au minimum rentrer de là avec un point. Et aujourd'hui, on a ce Maroc qui n'est pas flamboyant, mais qui demeure quand même premier de sa poule avec 4 points. Donc on se dit qu'aujourd'hui ils peuvent taguer l'argument de la stratégie
pour pouvoir justement voir comment les autres se comportent et essayer d'économiser. Parce qu'après, on est quand même sur notre fin. C'est pas un Maroc dont on a vu le jeu aussi léchant que l'on a l'habitude de voir, avec justement des doublements de passes, des attaques avec des couloirs qui sont virevoltants et tout. C'est pas ce Maroc que l'on voit aujourd'hui. Donc on se dit à un moment donné, peut-être ces derniers catchent leur jeu, ou alors ils jouent véritablement avec leurs moyens de bord. Les Marocains qui jouent avec 2 attaquants, 3 milieux de terrain et puis une défense assez bétonnée. Oui. Et des 2 attaquants, l'un est quasiment fixe, le numéro 9 buteur. Il ne participe pas beaucoup au jeu. Et quand les équipes adverses savent que c'est lui qui est là, il est pris au marquage. Ses partenaires ne le trouvent quasiment pas. Donc ça fait que au bout de l'opération, on a l'impression que le Maroc joue un peu à 10. Parce que vraiment, lui, il ne participe pas beaucoup. Dans le jeu défensif, il n'y est pas spécialement. Il ne décroche pas beaucoup pour venir toucher le ballon. Et comme les circuits pour arriver à lui sont bouchés, parce qu'on sait que c'est un type dangereux au niveau de la surface de réparation, il faut le surveiller comme du lait sur le feu, et bien il a du mal depuis le début du CHAN. Il ne touche pas beaucoup de ballons au cours du match. Moi, à un moment donné, je me disais, peut-être qu'on va le remplacer, mais on l'a maintenu. Au premier match, il a été remplacé, je crois. Là, aujourd'hui, il a été maintenu sur le stade, alors que ce n'était pas tout à fait ça. Mais je pense que les connaisseurs du foot disent souvent que les grands champions, quand ils viennent à une compétition, ils préparent 7 matchs. C'est-à-dire qu'ils savent que pour arriver en finale, il y a les 3 matchs du premier. C'est 6 ici. C'est 6 ici. Voilà. Donc, ils préparent les 6 matchs. Donc, les 3 du premier tour, les quarts, les demi et la finale, ça fait 6 matchs. S'ils ont préparé les 6 matchs parce qu'ils savent qu'ils peuvent aller au bout, ils risquent de ne pas avoir à donner beaucoup de plaisir aux spectateurs au premier tour. Parce que les spectateurs vont se dire, écoutez messieurs, on ne retrouve pas notre équipe qu'on aime beaucoup, mais eux ils savent où ils vont, parce qu'ils se disent, on ne va pas tout donner. Et ce CHAN est particulier, parce que n'oublions pas que ce CHAN, c'est le CHAN du coronavirus. C'est-à-dire que les entraîneurs ne sont sûrs de rien. Vous voyez, ils se plaignent tous du moment où ils retrouvent les tests. C'est très embêtant pour eux, parce que quand ils font les tests, les résultats arrivent à un moment où ils ne savent pas comment composer l'équipe. Ça fait que ils sont tellement hésitants eux-mêmes dans la composition des équipes, qu'ils préfèrent, quand vous avez gagné le premier match, comme le Maroc qui connaît la compétition, c'est que quand vous avez pris 3 points au premier match, l'essentiel c'est de ne pas perdre les 2 matchs suivants, passer au second tour, et là il faut gagner absolument pour passer au tour d'après. C'est là où ils sortent de leur coquille pour imposer un train d'affaires. J'espère que c'est dans cet état d'esprit qu'ils sont. Mais s'ils sont plutôt dans ce que dit Hermine, c'est-à-dire que difficulté à s'acclimater, parce que température qui les embête, et l'autre chose aussi, c'est que étant le détenteur du trophée, il va rencontrer une adversité beaucoup plus forte qu'avant. Il ne va plus surprendre personne. Là, tout le monde, quand on joue le Maroc, on joue sa petite finale. Et donc là, l'adversité est remontée un peu. Et donc, eux aussi, ils doivent rehausser leur niveau de jeu. Je comprends pourquoi leur sélectionneur... Donc, en tant que pays tenant du titre, le Maroc est l'une des sélections les plus attendues de ce tournoi. Donc, tous ses adversaires se préparent en conséquence. Voilà, on va une nouvelle fois écouter Louzen Amouta, le sélectionneur de l'équipe du Maroc, qui fait une autre lecture sur le plan tactique de ce match. On a toujours essayé un petit peu d'avoir cette position, mais une position qui sera positive. Donc, si vous l'avez constaté, donc le ballon ne tardait pas dans les pieds des joueurs. Donc à chaque fois on essayait de faire circuler le ballon côté droit, je vais vers le côté gauche, et le plus vite possible pour un petit peu créer cet espace qui pourrait nous aider donc à se mettre dans de bonnes positions devant les 18 mètres et devant l'attaque. Comme vous le savez, donc ce n'est plus la même équipe d'il y a 3 ans. Déjà, si on compare l'équipe qui s'est qualifiée au mois d'octobre 2019, c'est pas la même équipe. Donc déjà, après la fin du championnat, nous avons perdu 5 joueurs titulaires, et spécialement 3 attaquants.
Donc, Smaïl Haddad du Waki est parti, Haddad du Hamid Haddad est parti, le Berkaoui, l'attaquant de Hassan El Agadir, est parti, et puis le capitaine d'équipe du Raja, Benoun, et encore le latéral gauche Nahiri. Donc, nous avons perdu déjà 5 joueurs titulaires. Donc, ça ne va pas être difficile. Comme vous savez, nous avons par exemple là le remplaçant Nuh Saadawi. Il s'est entraîné avec nous que 4 jours, donc pour être avec notre formation. Donc c'est vrai qu'on manque un petit peu de quelques automatismes, de petits détails en attaque pour pouvoir un petit peu concrétiser, être efficace pour marquer des buts. Donc les solutions, c'est de donner confiance aux joueurs, c'est de répéter ces automatismes et d'essayer un petit peu d'arriver à cette finalité entre les joueurs, que ce soit sur les 1-2, les 1-2-3, les petits appels de pas derrière la défense, sur des centres, que ce soit en première ligne, en retrait, deuxième ligne. Donc il faut que cette étincelle soit créée, que ce soit par nous dans les entraînements, que ce soit dans les idées et de l'ensemble tactique des joueurs. Et voilà, Houssen Amouta, le sélectionneur de l'équipe du Maroc, il le dit clairement, Clément Zeko, il y a un système de jeu qui a été pensé, il est mis en place, son équipe l'expérimente depuis 2 journées maintenant. D'abord à la première journée c'était contre le Togo, ensuite contre le Rwanda ce soir au stade de la réunification de Bipanda. Pour lui, ils sont encore en phase de captation du système de jeu mis en place par le sélectionneur. C'est une justification, c'est juste une justification pour expliquer, on peut appeler aussi cet après-midi, c'est un faux pas devant le Rwanda. Parce qu'effectivement, le Maroc est venu avec des certitudes. Ils sont tenants de titre, cette équipe-là, ils sont tenants de titre. Et ensuite, ils ont démontré à la première journée qu'il y avait véritablement des choses à démontrer. Ils l'ont démontré à la première journée. Mais seulement, il y a une séance qu'il semble oublier. C'est que quand vous jouez, on vous observe. Et quand l'adversaire vous a observé, il comprend votre mécanisme, on décrit vos circuits, on décrit les points forts, on voit vos points faibles. Et à partir de là, on peut faire un contre. Et je pense que cet après-midi, c'est ce que le Rwanda a mis en place. Le Rwanda a mis en place un contre pour se donner la possibilité de contenir d'abord le Maroc et ensuite pouvoir essayer de trouver la possibilité de faire la différence. C'est ce qui s'est passé. Donc, il ne faut pas croire que c'est plutôt le Maroc qui a déjoué. Ce n'est pas le Maroc qui a déjoué. C'est plutôt le Rwanda qui a su lire la première sortie du Maroc pour se donner les possibilités de venir en contre. Et nul n'était, je peux dire la maladresse par moment, ce Rwanda aurait réussi à damer le pion. Donc, il y a eu cette observation. Ensuite, le Rwanda n'est pas venu en villégiature. Le Rwanda est venu pour se donner les moyens d'exister dans la compétition. Et en faisant le match nul de cet après-midi devant le Maroc, le Rwanda se donne déjà sur le plan individuel un confort mental, un confort individuel qui soit à même de lui donner la possibilité de challenger avec les autres à égale valeur. Moi, je pense que c'est cette lecture qu'il faut faire et féliciter plutôt le Rwanda qui a réussi à déjouer le Maroc. Le Maroc, c'est pas aujourd'hui que les joueurs du Maroc sont partis. Ces joueurs-là ne sont plus avec le Maroc simplement parce que depuis qu'ils ont eu la possibilité de partir, le Maroc a constitué le groupe sans eux. Et à la première sortie, le Maroc a démontré qu'il avait des arguments. Or, aujourd'hui, ces arguments ont été simplement contrariés par l'adversaire du jour. Le mérite revient, à mon sens, au Rwanda. Et voilà, les Rwandais qui vont jouer la 3e et dernière journée dans ce groupe C contre l'équipe du Togo. Le Togo qui s'est imposé ce soir sur l'Ouganda 2-1. Un match où il y a eu 3 buts, des buts de qualité parfois. On aura l'occasion de parler de ces buts tout à l'heure. Le temps de revenir sur celui qui a été désigné homme du match Maroc-Rwanda. Abdel Karim Badi, vous en parliez tout à l'heure, Charles Mongamieme, ce fameux numéro 3 marocain. Oui. Il a été époustouflant, sincèrement. Il a éclaboussé ce match de sa classe. Vraiment pour un arrière latéral droit qui savait se muer en milieu de terrain, de couloir droit également. Et en position offensive, il avait les gestes de l'ailier de débordement. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous vous souvenez du crochet de Jérémy Djitap,
quand vous lui faisiez une passe entre des deux défenseurs qui devaient récupérer le ballon, il avait un crochet pour éliminer son vis-à-vis. Ce gars a toute cette panoplie. Et il sollicite le ballon systématiquement, c'est-à-dire qu'il n'arrête pas de demander le ballon. Et il se place intelligemment pour le recevoir. C'est-à-dire, moi, j'ai observé ses déplacements. Ce bonhomme savait comment il se déplace pour recevoir le ballon systématiquement. Et quand il le recevait, je vous assure, il le bonifiait. C'est vrai que sur certaines actions, il s'est enflammé. C'est comme tous les footballeurs, il reçut une action, on applaudit, il s'enflamme un peu, il surjoue, c'est-à-dire qu'il veut faire une transversale et puis ça va beaucoup plus loin que ça devait. Mais je dis que quand on a dit au stade, parce que ce premier match-là, je l'ai vu sur le terrain, quand on a annoncé avant la fin du match, que c'est lui qui est l'homme du match, 3 minutes, et ça, ça m'a un peu embêté parce que ça peut déstabiliser le joueur à vouloir confirmer qu'il est le meilleur du match et il commet une erreur. Il vaut mieux attendre que le match soit terminé. Pour moi, je ne sais pas si c'est le règlement qui impose qu'on le dise à la 90e minute, même quand il y a le temps additionnel, mais sincèrement, ça peut déstabiliser un footballeur. Tout le terrain a applaudi pour approuver, parce que on aurait donné cet homme du match à quelqu'un d'autre, on aurait désapprouvé. Il n'y avait que lui sur le terrain. Le côté du Rwanda, je vous ai dit que le Rwanda, malgré ce que dit Clément, le Maroc au premier match, nous avons tous dit, on a l'impression qu'il joue à l'économie, parce qu'il n'a pas très bien joué. Attention, nous, on a interprété en disant, comme c'est le champion, et qu'il sait comment on gagne la compétition, il était peut-être à l'économie. Mais il se démontre aujourd'hui que ce n'était pas tout à fait l'économie. C'est qu'ils n'ont pas tous les moyens à leur disposition. Et quand vous entendez ce sélectionneur parler comme il le fait là, c'est que les critiques fusent déjà au Maroc. Bien sûr, parce que là, il veut déjà donner quelques justifs à tous ceux qui sont en train de critiquer au Maroc. Je suis sûr que si vous lisez les journaux marocains aujourd'hui, on doit lui taper dessus. Il y a beaucoup de journalistes marocains qui sont à Douala. À Douala déjà, voilà. Donc il faut leur demander. Ils vont vous dire qu'au pays, ça commence à jaser un peu. Mais comment on est le champion en titre, qu'est-ce que tu fais là comme ça, etc. Donc ces explications, vous voyez qu'il n'a pas sa superbe comme sélectionneur. Bien qu'il ait 4 points, il est un peu en dedans. Oui. Mais il a toujours ce calme-là. Oui, peut-être, mais il aurait pu avoir un visage beaucoup plus ouvert. Il a le visage sombre de celui qui a perdu, alors qu'en réalité, il n'a pas encore perdu. Très applaudi ce soir par le stade de la Réunification, Abdelkarim Badi. Oui, très applaudi et je crois que c'est tout à fait mérité. Ça fait plaisir de voir un pareil joueur sur un stade de football. Je vous assure, c'était justement le soleil, aujourd'hui, disons-le comme ça, c'était le soleil dans ce stade composé de 22 joueurs. C'est celui qui illuminait cette rencontre. Parce qu'après, lui, on avait comme l'impression que le décalage était tellement énorme. Je vous assure, il s'amusait. Moi, je dis ça comme ça, il s'amusait. C'est quelqu'un qui n'avait pas peur. Il l'osait, il tentait. Et généralement, quand vous avez ce genre d'esprit, presque tout vous réussit. Parce que quand vous avez vu le toucher de balle, le contrôle, la réception, l'anticipation, le démarquage pour demander, je dis c'est beau. C'est du beau et ça, c'est ce que l'on aimerait voir quand on assiste à une rencontre de football. Et par rapport à cela, il mérite amplement. Le match était certes terne, mais il y a eu cette flamme, cet éclat justement qui a su jaillir, qui s'appelle Badi, de cette rencontre. Et tout le mérite lui revient, je vous assure. Donc moi je dis c'est un bonheur. On n'en retrouve pas aujourd'hui. Je l'ai regardé jouer, j'ai pensé à Alexander Arnold de Liverpool, que j'ai regardé jouer. Justement, c'est pratiquement même le même profil. Il y a cette élégance même dans le jeu, c'est qui vous séduit. Donc, moi je dis, ça fait plaisir, c'est beau de voir ce genre de joueur. Et je sais qu'au côté marocain, il y en a encore, et même dans les autres. Abdelkarim Badi, qui joue d'ailleurs les éliminatoires de la CAN Cameroun 2022 avec l'équipe première du Maroc, les Lions de l'Atlas. Bien sûr, il fait donc parler son niveau à cette compétition. Et puis quand vous avez un latéral qui peut, en dépassement de fonction, apporter beaucoup de choses dans l'action offensive, éclairé de son génie et de sa qualité, une rencontre, on ne peut en être que fier. Donc laissons voir qu'il récidive, qu'il répète à la 3e journée pour donner au Maroc, pour donner à voir que le Maroc a des arguments. Oui, on le disait, le Maroc a des arguments sur le plan de la compétition pour
gérer les situations. Mais aujourd'hui, là, le Rwanda a démontré que non, il y a des limites dans ce qu'on aurait cru que c'était en sa possession. Parce que la contrariété apportée au Maroc aujourd'hui par le Rwanda est de nature à faire mentir. Ils nous ont fait mentir hier parce qu'on était certain qu'aujourd'hui, le Maroc passerait tranquillement, vraiment la fleur au fusil. Mais ce n'est plus la même impression. Et je crois qu'ils vont y aller le couteau entre les dents parce que s'ils ne s'y prennent pas bien, la dernière journée ne sera pas aussi facile. On pourra encore renouveler et réitérer la réplique d'aujourd'hui. Et côté rwandais, qu'est-ce qu'on pense de ce match nul contre le favori de ce groupe C, le Maroc? On écoute Serge Mwambali, préparateur physique de l'équipe du Rwanda. Je ne dirais pas qu'on a été surpris par les performances parce qu'on voulait gagner ces matchs et c'était possible. On sait bien que les Maroc, c'est une grande équipe. Ils ont un effectif qui est trop expérimenté. Ils sont tenants du titre. Mais avec les séances, avec les matchs, les préparatifs qu'on a eu un mois, deux mois après, on s'est entraîné, on s'est préparé en fonction et c'était possible qu'on gagne ces matchs. Donc avoir partagé ces matchs, c'est un peu décevant pour nous, mais un point, ça vaut mieux que perdre les matchs. Oui, ça c'est sûr. On y croit toujours. Les Togo, c'est aussi une belle équipe. Mais avec nos jeunes, avec nos joueurs, là, comme vous venez de le dire, on doit gagner ces matchs. Et c'est possible, c'est trop possible. D'après, là on a des points. Donc, là, les préparatifs pour les matchs des Togo, d'un côté, ça dépendra des résultats du match d'aujourd'hui, mais dans toutes les façons, on doit gagner ces matchs, on y croit toujours et on croit que c'est possible. Bien sûr, c'est de marquer beaucoup de buts que les Togo, tirer dans le but du Togo. Vous voyez les deux derniers matchs n'étaient pas trop faciles. Mais on doit augmenter les tirs au but, les tirs cadrés. On doit attaquer jusqu'aux dernières minutes. Serge Mwambali, préparateur physique de l'équipe du Rwanda, ancien footballeur. Je ne dirais pas qu'on a assez en France avec un certain Djifi Payos, le Camerounais Djifi Payos. Donc, s'il maîtrise bien la langue dans laquelle s'est exprimé, c'est aussi parce qu'il a eu un long séjour en France et que même le Rwanda, dans son passé, avait pour, entre autres, langue officielle première le français, bien évidemment. On va rester donc sur cette 6e édition du championnat d'Afrique des Nations avec les matchs de ce groupe C. On rappelle les résultats. Le Maroc a été tenu en échec par l'équipe du Rwanda, 0 but partout. Et, messieurs, dans l'autre match, le Togo qui a battu l'Ouganda 2-1. On en parlait déjà hier. Les Togolais qui jouent leur première édition du CHAN ont perdu face au Maroc à la première journée. Jean-Paul Abalo, en conférence de presse d'avant-match, disait hier que ce match contre l'Ouganda allait être tout un autre match pour le Togo. On peut lui donner raison au terme de cette rencontre. Bien sûr, bien sûr. Et moi, je vous disais que le Togo n'est pas tout à fait un novice. Il est un novice au CHAN, mais pas dans les compétitions internationales des nations africaines. Et le Togo est arrivé aujourd'hui avec beaucoup d'envie. Même à l'échauffement, sincèrement, il se dégageait déjà que ces gars-là, ils sont venus avec un fighting spirit spécial. Parce qu'ils savaient qu'ils jouaient leur avenir dans cette compétition. Ils passaient à côté, c'était terminé. Donc, ils ont vraiment mis du cœur dans ce match-là. Et en face, l'Ouganda, comme nous l'avons dit, le pré-CHAN, je ne sais pas s'il lui a fait du bien. Très honnêtement, le pré-CHAN a dû leur donner un certain nombre de certitudes qu'ils ne sont plus en train de retrouver aujourd'hui au moment de la compétition. Ils ont pris la grosse tête, les joueurs ougandais? Peut-être pas la grosse tête, mais c'est que vous dites que, ok, nous pensons que notre feu follet, c'est Hermine Mailly.
Et puis vous arrivez à la compétition, vous constatez que Hermine Mailly n'arrive plus à s'exprimer comme pendant les matchs amicaux. Et vous vous appuyez sur Emos Fongo. Et vous cherchez Emos Fongo et vous réalisez que Emos aussi, sa préparation n'est pas tout à fait terminée sur le plan physique. Donc je crois que on a eu un match, une opposition de gens qui avaient très envie de demeurer non éliminés dans cette compétition, et en face des gens qui sont en train de se poser des questions, qui sont l'Ouganda, qui se demandent mais qu'est-ce qui s'est passé entre le pré-CHAN et la compétition? Pourquoi nous ne sommes plus flamboyants comme on nous a apprécié pendant le pré-CHAN? Et là, évidemment, ce que les techniciens disaient, même pendant le pré-CHAN, s'agissant notamment du Cameroun, que ne vous fiez pas tout à fait aux résultats des matchs préparatoires, aux résultats des matchs amicaux, parce que la compétition, c'est tout un autre état d'esprit, c'est tout un autre influx nerveux qu'il faut mettre dans les rencontres, et c'est là où on voit des joueurs, parce qu'il y a des joueurs qui sont très bons en matchs amicaux, parce qu'il n'y a pas d'enjeu spécial, il n'a pas peur de mal faire. Mais dès que la compétition officielle commence, il se dit là, il ne faut plus que je fasse d'erreur. Et il est inhibé. Tout de suite, il n'extériorise plus, il exprime plutôt son talent. Et je crois que c'est de ça que l'Ouganda souffre en premier. Et le Togo a su en profiter avec l'envie, avec la décision de continuer à espérer une qualification dans cette compétition. Et au-delà de cette victoire togolaise, il y a eu des buts de classe dans ce match, Hermine Mailly. Oui, de très beaux buts. C'était quelque chose de magnifique aujourd'hui, hein, du côté de la réunification de Bépanda. On a eu droit à vraiment 2 chefs-d'œuvre en ce qui concerne le but égalisateur côté ougandais et celui marqué par le Togo par la suite qui leur permet de prendre l'avantage et de gagner la rencontre. Je vous assure de très beaux buts, des frappes instantanées, comme on aimerait en voir dans toutes les rencontres de football. Il y a eu ce but togolais qui est arrivé derrière la reprise très vite justement sur, disons-le comme ça, un contre, mais le mérite revient au Togo qui a su pousser justement et arriver dans la surface adverse pour occasionner cette action qui a malheureusement conduit à ce but. Et après, par la suite, on a vu la réaction dans l'immédiat justement côté ougandais avec cette équipe qui s'est justement ruée vers l'attaque de la défense togolaise et a su rapidement comme ça sur le coup revenir au score, mais c'était sans compter justement sur l'abnégation des Togolais qui voulaient véritablement en découdre. Comme l'a dit Charles, on a senti aujourd'hui l'envie au côté togolais, la détermination. On s'est dit aujourd'hui on avait une finale à jouer et on irait la jouer jusqu'au bout. Moi j'ai apprécié l'état d'esprit et quand vous avez même regardé l'entourage de cette équipe, vous avez vu aujourd'hui Claude Roy carrément sur le banc togolais en train justement de donner des consignes. Quand vous avez vu côté gardien et Agasak aussi entraîner ses frères cadets, ça faisait envie, ça donnait envie, ça faisait plaisir de savoir justement qu'il y a une génération qui aujourd'hui justement encadre cette génération togolaise. Mais je annonce d'ailleurs à Emmanuel Adebayor au Camerounais, ce Togo face au second tour. Voilà, donc je dis c'est de très belles choses, c'est de très belles choses, ça contribue à motiver de manière supplémentaire ces joueurs qui en ont. La forte colonie togolaise, voilà, ça contribue. Ils sont nombreux de voilà. Ah oui. Maintenant, on va dire ça comme ça, côté où l'Ouganda n'a jamais, certainement que le tournoi pré-CHAN a dérouté les gens, parce que l'Ouganda n'a jamais été une foule de guerre. En ce qui concerne précisément le CHAN, c'est un seul match gagné. Mais l'habitude de la compétition aussi. Une habitude de la compétition, mais avec un seul match gagné en pratiquement, je crois, 5e participation aujourd'hui. On est à un seul match gagné côté ougandais. C'est une équipe qui n'a jamais su sortir du premier tour de toutes ses participations. Elle est certainement venue cette année avec de nouvelles ambitions, celle pour une fois de passer ne serait-ce que le premier tour, d'où cette arrivée très tôt au niveau du Cameroun, cette participation au tournoi pré-CHAN pour se donner justement des moyens et des garanties ou alors
pour se donner une compétition référence sur laquelle on pourrait s'accrocher justement pour essayer d'aller damer le pied aux autres équipes. Mais moi je dis, quand on a aujourd'hui essayé d'analyser les deux niveaux, et on le disait déjà quand le Togo a perdu contre le Maroc, que c'était une très belle équipe togolaise. Pour un novice, c'était véritablement encourageant. Et je crois qu'on avait ce jour ici sur le plateau un membre de cette délégation qui nous a dit qu'il mettrait tout le tubo nécessaire pour pouvoir justement aller gagner le prochain match. C'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Moi, je ne suis pas très surprise parce que le Togo a présenté plus d'envie, même en qualité de jeu. Et tout ce que l'on a vu, c'était un Togo qui était véritablement au-dessus de l'Ouganda. On va tout simplement déplorer le fait qu'aujourd'hui, après pratiquement 5 participations, l'Ouganda n'y arrive pas encore véritablement. C'est vrai qu'il y a cette dernière rencontre qu'il va falloir jouer, mais est-ce qu'elle est aujourd'hui en mesure d'aller pouvoir justement... Ce sera contre le Maroc. Hein. Voilà, damer le pied au Maroc. je doute fort, même si c'est une équipe qui a également des arguments à faire prévaloir, mais je doute très très fort. Quand vous avez regardé la tête du coach marocain tout à l'heure, je vous assure, je crois que le dernier match, ce sera un autre match, et je comprends avec Charles qu'il commence à se dire, je vous ai dit, il y a un problème au sein de cet état-major marocain, et on espère qu'avec nos différents contacts, on pourra justement déceler quelle est la petite faille aujourd'hui, ou alors ce truc qui manque au Maroc. Et vous le disiez, même au premier match contre le Maroc, vous disiez de cette équipe du Togo qu'elle a certes perdu, mais la tête haute. Elle a perdu ce match, la tête haute. Oui, elle a perdu la tête haute. Et même hier, nous le disions, que pour exister dans cette compétition, le Togo a l'obligation aujourd'hui de gagner pour garder ses chances. Et en regardant la prestation à la première journée, ces chances-là étaient véritablement existantes. Et le Togo a démontré ça aujourd'hui en venant à bout de l'Ouganda, qui est un tant soit peu desservi par sa prestation au niveau du pré-CHAN, parce que faire un pré-CHAN avec le Cameroun, la Zambie et sortir en tête, on a comme l'impression qu'on a des certitudes. Et au moment où on va attaquer la compétition, peut-être qu'on va aller reviser ses gammes, oubliant que la réalité de la compétition est tout autre. Et lorsqu'on arrive et que les choses ne se passent pas comme on aurait souhaité, ça peut laisser planer des doutes dans l'esprit. Et je pense que si le doute entre un peu dans l'esprit ougandais, ça sera extrêmement difficile, très difficile à la dernière journée, parce que le candidat de la dernière journée semble être l'ogre de la poule, qui est le Maroc, qui aujourd'hui, il faut le dire, a fait un faux pas par rapport à son statut, par rapport à le contenu de son groupe, par rapport à la production du jeu que le Maroc fait. Aujourd'hui, c'était un faux pas. Et maintenant, il faudra corriger ce faux pas lors de la prochaine rencontre. Malheureusement, il se trouve que la prochaine rencontre-là, c'est l'Ouganda. Et cet Ouganda qui est en train de chercher ses marques dans la compétition en tant que CHAN, on le relève depuis plusieurs participations, arrêt au premier tour. Peut-être qu'il y aura une répétition de ces gammes, c'est-à-dire s'arrêter toujours au premier tour. Et maintenant, est-ce qu'ils pourront faire démentir cette vérité qui tend à s'affirmer? C'est à eux de savoir comment positionner. Togo-Rwanda, la troisième journée sera le match de la mort. Hein. Bien sûr, mais attendez, bien sûr. Je crois que de là, Rwanda 2 points, Togo 3 points. Au moins une personne, en tout cas un des deux, passera au second tour. Et il faudra donc être capable d'arracher le biais qualificatif pour le second tour, parce que ce sera vraiment un match coupe-gorge. Sylvain, si tu permets, Richard, j'aurais deux doléances par rapport aux organisateurs au stade. La première, c'est les drapeaux. Tels qu'ils sont placés, ils empêchent les spectateurs de voir correctement le match. Je crois qu'on serait peut-être mieux inspiré de le mettre derrière le public. Les drapeaux des délégations, c'est-à-dire que les équipes qui jouent plus le drapeau de la CAF, tels qu'ils sont placés et qui flottent quand vous êtes à la tribune. De ce côté-là, vous avez quelque chose qui vous obstrue, vous ne voyez pas très bien le terrain. Deuxième chose, quand vous êtes du côté de VIP, c'est-à-dire la tribune couverte, et que vous êtes plutôt vers le bas, les bandes de touche vous empêchent de voir une aile du terrain. Est-ce qu'on ne pourrait pas les faire peut-être transparents? Parce que tels qu'ils sont positionnés, c'est quand même difficile que vous payiez 5 000 francs et que vous ayez des bandes de touche qui vous obstruent tout un couloir du terrain. Ça, c'est juste pour qu'on voit, peut-être pas maintenant ou pour la CAN, qu'on essaye de corriger, à mon avis, ce genre de choses. La troisième chose, c'est la poussière.
il y a beaucoup de poussière à Douala. Je pense qu'il est difficile que vous arriviez au stade, que vous ayez payé 5 000 francs quand même, pour notre niveau de vie c'est élevé, et que vous soyez obligé de nettoyer votre siège. Vraiment nettoyer, parce qu'il y a une quantité de poussière. On peut vous rassurer de ce que du vécu des journalistes, les volontaires avant le match ont bel et bien été. Il y a beaucoup de poussière. Il y a la poussière. Il y a beaucoup de poussière. Une autre couche se dépose. Donc il vaut mieux que, comme ils vous accompagnent, vous asseoir, qu'ils aient toujours quelque chose pour nettoyer. Parce que j'ai dû, moi, donner Attention Charles, il n'y a pas de volontaire pour chaque supporter. Hein. Non, aujourd'hui quand même, ils accompagnaient un peu. C'est-à-dire, ils vous indiquent au moins votre côté, votre aile et tout. Donc, au moment où vous allez vous asseoir, parce que les gens entraient en grappe quand même pas... c'est pas la masse, puis qu'il y a les mesures, les mesures barrières, il n'y a pas 100 personnes qui entrent en même temps. Donc, je crois qu'il faut trouver le moyen et peut-être dire au public aussi, munissez-vous d'un mouchoir pour nettoyer. Et puisque vous parlez de ces volontaires, ils font aussi partie prenante, intégrante de l'organisation de ce championnat d'Afrique des Nations. Ils ne sont pas peut-être les organisateurs, mais ils ont été cooptés dans l'organisation pour faciliter justement le confort des spectateurs, des journalistes, mais à ceux de la ville de Douala précisément, sur ceux qui travaillent sur le site de Japoma Crilo-Colère depuis ce matin dans la capitale économique du Cameroun. Ils réclament un certain nombre de choses, notamment leur prise en charge. Ils dénoncent le fait que depuis le début de la compétition sur le site de Japoma, ils n'ont pas de moyens de transport, ils n'ont pas de quoi manger, ils se contentent simplement des bouteilles d'eau qu'on leur donne. Ils arrivent là à 8h du matin et repartent après le dernier match. Et quand vous êtes à Japoma, avec tout ce qu'il y a comme sécurité, c'est chacun à ses propres frais qui doit chercher un moyen de locomotion pour partir. Ils sont donc allés devant les services du gouverneur de la région littorale à ce jour. Est-ce qu'on peut peut-être avoir cette image pour crier leur colère et leur mécontentement? Ils ont d'abord fait la réclamation à ceux qui sont leurs responsables au niveau sur le site de Japoma, parce qu'il faut rappeler qu'il y a toute une commission au niveau du COCAN qui s'occupe de ces volontaires-là. Ça n'a rien à voir avec ceux qui sont en charge du stade de Japoma. C'est la commission. Ils sont référés à ceux qui sont leurs interlocuteurs de la commission au niveau de Japoma. C'est-à-dire leur ont donné rendez-vous au niveau du centre d'accréditation situé à la maison du combattant à Bonanjo. Ils sont allés, ils n'ont trouvé personne pour leur parler. Ils sont donc allés devant les services du gouverneur de la région du littoral et jusque-là aussi, rien n'a été fait. Ces volontaires-là à Hermine Maï, c'est quand même une situation, on espère qu'elle va être rapidement réglée. Hein. Oui, on l'espère, surtout qu'après ce cri de désespoir comme ça de la part de ces volontaires, il y a eu des réactions. Et vous savez, nous on est toujours dans la réaction et jamais dans les actions. Jamais. Vous faites comment aujourd'hui pour avoir des jeunes volontaires? Moi, je ne sais pas si aujourd'hui ceux qui nous dirigent ou alors ceux qui sont portés à la tête de certaines affaires savent ce que c'est que servir. Ce que c'est que justement mettre son temps à disposition pour pouvoir illuminer ou alors faire la fierté du Cameroun. Des volontaires, ce ne sont pas de vulgaires personnes. Ce ne sont pas des gens à qui on peut crier dessus ou alors que l'on peut insulter à tout bout de champ. Non, ce sont quand même des jeunes qui, pour l'amour du pays et parce que le football et tout ce que l'on organise aujourd'hui dans notre pays, ont pensé qu'ils pouvaient justement apporter de leur, et ceci à leur niveau. Mais quand vous voyez comment ces différentes personnes sont traitées, c'est comme si c'était des moins que rien. Et moi, à un moment donné, ça me gêne beaucoup. Ça me gêne beaucoup parce que ce sont des jeunes, moi je les vois au stade lorsque j'y vais, qui font énormément, qui sont tout le temps en train de sillonner, de vous poser des questions, de vous rappeler à l'ordre, de vous dire il faut porter le masque, de vous apporter une bouteille d'eau et ainsi de suite. Donc, et justement, ils restent debout très longtemps. Moi, je dis comme ça, quand ce mouvement de grève a été annoncé, on a eu directement les réactions du côté qui avait du côté Yaoundé pour dire qu'on était en train de les payer. On nous a même fait parvenir des vidéos, j'ai justement oublié de vous l'envoyer, où on était, je ne sais pas, en train de dire que bon, on est en train de les payer, on est déjà en train de les payer et on va poursuivre les paiements jusqu'à demain. Mais est-ce qu'il faut toujours attendre que les choses en arrivent là? Justement, c'est pour cela que j'ai dit que nous sommes toujours dans les réactions. Et qu'immédiatement pour agir la situation, ça dit qu'il y a des possibilités. Il y avait des possibilités Hippolyte, il faut dire ceci. Le nombre de volontaires est fonction de la prise en charge qu'on peut faire. Quand vous dites nous voulons 1000 volontaires,
ça veut dire que dans le besoin de 1000 volontaires, vous avez budgétisé que vous pouvez les prendre en charge. D'une part. D'autre part, quand vous donnez de la charge aux volontaires, devenez à 8 heures pour repartir à 22 heures. Humainement, je dis humainement, que ceux qui sont en charge là, se disent un temps soit peu que ce sont leurs enfants, ce sont leurs frères, ce sont leurs cadets. Comment vous pouvez demander le service à quelqu'un de 8 heures à 22 heures sans vous soucier qu'il a mangé ou qu'il a bu? Parce que pendant qu'il rend service, il peut s'écrouler. Et son écroulement va ternir l'image. On se rendra compte que c'est parce qu'il a faim qu'il s'est écroulé. Et la qualité de ce qu'on aura voulu pour lui ne sera pas bon. Donc véritablement, il faut au-delà de toute chose, avoir un côté humain quand on veut faire quelque chose. Nous n'employons pas des gens pour qui on a... Ou bien, si on n'a pas de l'argent pour les prendre en charge, qu'on le leur dise clairement, afin que celui qui s'engage à venir sait qu'effectivement c'est à ses dépens qu'il fera cette action. Même quand vous donnez gratuitement une fonction à quelqu'un, la prise en charge au niveau du repas et du déplacement, on ne compte pas ça dans la rétribution, puisqu'il est venu gratuitement se mettre à votre disposition. Donnez-lui au moins de quoi continuer à vivre, c'est-à-dire manger pour ne pas mourir, se déplacer pour être à l'heure. Parce que s'il vient à pied, il pourra venir à pied le premier jour. La principale revendication d'ailleurs, c'est celle-là. Oui. Donc on leur facilite les déplacements. S'il vient à pied, il ne viendra pas à pied tous les jours quand même. Il y a quand même une société en charge du transport urbain dans la ville. Oui, il faut assurer le transport. Qui a entre autres actionnaires la mairie de la ville, hier communauté urbaine, qui peut s'associer à ce on pouvait des louer des véhicules de transport. Vous comprenez? C'est-à-dire que ces gars-là, quand je dis ces gars, c'est y compris les jeunes filles qui sont dedans, tels que nos stades sont faits aujourd'hui, sont quasiment indispensables. Il faut se le dire. Moi, je les ai vus à l'œuvre aujourd'hui, parce que le speaker a répété plusieurs fois les mesures barrières, et il veillait. Vraiment, il veillait. Moi, mon voisin immédiat, oui, une dame est venue lui dire, monsieur, portez votre masque. Il a voulu résister. Le public aussi lui a dit, monsieur, vraiment, elle fait son travail, mettez votre masque. Le speaker a très bien fait de le répéter plusieurs fois, même si il faut qu'on lui donne la traduction de CAF en anglais. Donc, ces volontaires-là, vraiment, ils sont extrêmement utiles dans l'orientation. Parce que quand vous arrivez pour la première fois au stade, vous êtes un peu perdu. Parce que vous ne retrouvez plus votre stade que vous avez connu, le stade de la réunification tel qu'il était. Nous, on avait tribune B, tribune A. Pour vous, c'était la première depuis qu'il a été rénové? Oui, c'est-à-dire que depuis que... Oui, je suis allé aujourd'hui seulement, parce que je n'ai pas eu le temps d'aller avant. Les autres matchs, c'était des matchs à huis clos. Et puis les entraînements, il fallait avoir... un certain entre-gens pour entrer. Donc moi, je n'aime pas les forcer. Donc c'est aujourd'hui que j'ai observé beaucoup, j'ai marché, j'ai un petit peu fait le tour du terrain, j'ai marché pour regarder, mais je les ai trouvés efficaces. La chose que j'ai oublié tout à l'heure aussi, c'est qu'on nous parle des mesures barrières, mais comment des gens peuvent vous demander, quand vous avez votre bouteille d'eau, d'enlever le bouchon? C'est-à-dire que si vous évitez le corona, vous devez attraper le choléra. Quand vous avez votre bouteille d'eau d'1,5 litre que vous avez apporté au stade pour boire, ou que vous l'avez acheté là, on vous exige pour sécurité d'enlever le bouchon. Je ne sais pas. Ce sont les conseils sécuritaires. Oui, mais imposés par la Confédération africaine de football. Le bouchon. Une bouteille fermée, ça peut être un cocktail Molotov, etc. C'est une bouteille d'eau. Ça se voit l'eau. Donc sincèrement, parce que quand vous l'ouvrez, on a parlé de la poussière. Il y a un dépôt. On a parlé de la poussière. Regardez les sièges. Donc si vous tenez votre bouteille là ouverte pendant 2 matchs, vous allez boire de la poussière. Il faut qu'on trouve des moyens donc alors qu'on trouve la meilleure moyen à mon sens, ça il faut gérer ça. Le meilleur moyen d'éviter le cocktail Molotov, c'est d'amener la bouteille vide et puiser l'eau en entrant. Là, tout le monde, on est certain qu'il n'y a rien de nouveau. C'est-à-dire, si j'achète ma bouteille d'eau en venant, ok, on peut soupçonner que dans ma bouteille, il y a un problème.
Mais je viens avec une bouteille vide. Je puise de l'eau étant sur le site. L'eau est dans le site et je puise cette eau-là. Ça fait que, effectivement, il n'y a rien de soupçonneux qui se trouve dans ma bouteille. Il faut pouvoir pousser la réflexion jusque-là. Parce qu'aujourd'hui, quand je viens à une bouteille, oui, vraiment, même quand vous prenez l'avion, si vous venez de l'extérieur, on va vous dire, vous n'entrez pas avec de l'eau dans l'avion. Parce que ce qui est liquide d'ailleurs. Oui, hein, le parfum, ainsi de suite, vous n'entrez pas. Mais de l'intérieur de l'avion, à l'intérieur de l'avion, on vous donne de l'eau. Voilà. Maintenant, vous pouvez sortir de l'avion avec de l'eau, il n'y a pas un souci. Mais d'entrer avec de l'eau, il y a un problème. Et il faut rappeler que pour ce qui est des volontaires, le Cameroun n'invente rien. Dans tous les pays où la CAF organise ses compétitions, il y a des volontaires, même lorsque c'est la FIFA, pour prendre en charge l'orientation des uns et des autres. Et la presse, comment se sent-elle dans cette compétition? Comment apprécie-t-elle l'organisation? Gladys Sidenout, Léon indomptable du CHAN, a tendu son micro à plusieurs confrères marocains, égyptiens, camerounais. Voici ce qu'ils pensent de cette 6e édition du CHAN, ce qu'ils ont vu jusqu'ici. Ils jouent aussi leur CHAN, les hommes de médias, la presse nationale et internationale. Tous les journalistes se retrouvent dans cette salle, la salle de presse. À l'intérieur, tout le nécessaire pour leur permettre de faire des recherches, des reportages et d'envoyer directement leurs éléments à leurs différentes rédactions. Alors nous allons voir avec eux comment la compétition se déroule depuis le démarrage le 16 janvier dernier. Quel est le quotidien des journalistes qui ont été accrédités pour cette compétition? Les hommes de médias font leur CHAN. La vérité, nous sommes très heureux d'être au Cameroun pour assister et couvrir cette compétition, le championnat d'Afrique des Nations. Je pense que le Cameroun nous a surpris, la vérité, avec les stades, avec l'organisation, avec les stades annexes. Je crois qu'il y a des choses pour s'améliorer, mais au niveau sportif, je crois que le Cameroun a bien fait cette organisation. Nous sommes très contents. Je crois qu'il y a des soucis, des problèmes, surtout au niveau logistique. Quand on se déplace à l'horaire du match, c'est vraiment très difficile pour se déplacer à Douala, par exemple. Je crois qu'au niveau logistique aussi, au niveau des tests PCR, je crois qu'il y a une grande marge d'amélioration qu'il faut faire, parce que il y a une grande demande, c'est sûr, mais au niveau logistique, je crois qu'il faut s'améliorer. En général, l'organisation, c'est une bonne chose parce que ça permet au Cameroun de s'arrimer à ce qu'on a souvent l'habitude de voir ailleurs, c'est-à-dire s'habituer à l'organisation des grandes compétitions. Maintenant, il y a eu un début tout un peu poussif parce que il y avait des automatismes à régler. Et heureusement, le comité d'organisation s'est mis en branle pour que les choses s'améliorent. On a par exemple vécu le cas des accréditations avec beaucoup de bousculades. Ça s'est décanté. Sur le plan, dans les stades, on s'est rendu compte que les volontaires n'étaient pas suffisamment briefés. Heureusement, le comité d'organisation également à ce niveau a essayé de régler ça. L'accueil des journalistes, c'était pas beaucoup ça parce que jusqu'ici, on déplorait un peu le fait que les journalistes ne sont pas suffisamment bien accueillis. Et également à ce niveau, il y a eu des améliorations. Donc, d'une manière générale, l'organisation de cette compétition est une bonne chose parce que ça permet justement de faire des grands réglages pour la prochaine compétition qu'est la CAN. Donc déjà, le Cameroun, il a essayé de construire de petits bijoux là pour des stades et tout. Pour l'organisation, chaque début, il y a des difficultés. Mais en rentrant sur le lieu, bon, ça passe. Par exemple, en premier lieu, je crois qu'on a vécu des difficultés, d'accord, concernant la communication et tout. Mais maintenant, tout ira bien. Ils nous ont mis à notre disposition des gens qui, à chaque fois qu'on demande quelque chose, on les trouve là, présents. Et en plus de ça, ils sont très aimables. Bon, avec un petit sourire, ils vous informent, sans se lasser de vous, bien sûr. Sur d'autres plans, peut-être qu'il y a des améliorations. Il y a une salle média qui est appropriée avec de la connexion, bien qu'il y ait une certaine proximité qui ne nous permet pas, franchement, de lutter, d'observer les mesures barrières contre le coronavirus. On voit quand même les efforts qui sont faits. Encore que, pour parler de ce coronavirus, selon certaines instructions qui arrivent de temps à autre, disant que les journalistes n'auront accès qu'au stade
avec leurs tests négatifs en main. On fait les tests 3 jours après, les tests ne sont toujours pas disponibles et on revoit encore ce qu'on a dit. Je pense qu'il y a beaucoup de couacs, mais pour une première organisation, il y a des manquements qu'on peut tolérer. Je pense qu'il y a beaucoup d'efforts, mais il y a beaucoup aussi de paramètres qu'il faut améliorer afin qu'on ait une compétition, une véritable fête dans la meilleure façon possible. Des manquements relevés par des journalistes qui sont corrigés, ils le disent au fur et à mesure que l'on avance dans cette compétition. Le CHAN qui finalement est un bon galop d'essai pour le Cameroun. Comme vous le savez, le pays organise la Coupe d'Afrique des Nations l'année prochaine. Il y a donc des éléments qu'il faudra revoir afin de parfaire l'organisation de cette CAN en 2022 au Cameroun. Depuis le stade de la réunification de Bépanda pour Equinox Télévision, nous sommes Raoul Taboufoué, Raphaël Dipanda, Emos Fongo et Gladys Sidje. Et on le voit, les journalistes étrangers qui sont admiratifs des stades de football au Cameroun qui sont utilisés pour cette 6e édition du championnat d'Afrique des Nations. Messieurs, madame, sortons par le groupe D, le dernier qui entre en action demain, la 2e journée avec Zambie, Guinée, Namibie, Tanzanie. À la première journée, la Zambie s'était imposée 2-0 sur la Tanzanie et la Guinée s'était imposée 3-0 sur la Namibie. Hermine Maï, rapidement, Zambie-Guinée, c'est le match, la finale de ce groupe D. Bon, disons pas encore finale, certainement que ces deux équipes qui ont su justement tirer leur épingle du jeu lors de la première journée, mais surtout la confirmation de tout le bien qu'ils ont laissé penser d'eux lors de leur première rencontre respective. Donc on va avoir justement une opposition de deux styles assez différents, mais avec quand même dans les deux équipes la recherche du jeu, et la rapidité et tout ce que l'on connaît. Bon, moi je dis, j'ai hâte de voir ce match parce qu'en fait, on voudrait justement confirmer ou alors infirmer un certain nombre de choses, soit ce sont les adversaires, c'est-à-dire Tanzanie, Namibie, qui n'étaient pas justement à niveau, ou alors justement c'est véritablement deux cracks qui devront s'affronter demain. Donc ce sera une très très belle rencontre, une sorte de petite finale de groupe, et certainement que le vainqueur se verra pousser encore un peu plus d'aile. Et demain, ce sont des oppositions entre les plus forts jusqu'ici de ce groupe D et les plus faibles de ce groupe D. Oui. Heureux les spectateurs de Limbe, parce que ça va être deux affrontements très très intéressants entre les deux équipes qui ont marqué 5 buts à la première journée. Oui, la poule. Est-ce que on aura encore beaucoup de buts demain? Je crois que les spectateurs de Limbe vont se délecter, et les autres perdants qui se disent qu'il y a encore des places à prendre. Donc il faut qu'on s'en sorte un peu, et on a vu à la première journée qu'elles n'ont pas été ridicules en réalité, mais qu'elles ont encaissé des buts, mais sans être tout à fait ridicules. Donc on va voir un peu deux matchs intéressants demain, soit confirmation pour les autres, et on est certain qu'il y aura de la qualité parce que la Guinée en a montré, sincèrement, la Zambie aussi, mais pas autant que la Guinée. Et je crois qu'on aura vraiment des oppositions de grande qualité, et vraiment, on aimerait être à Limbe, à la place des spectateurs de Limbe demain. Et c'est dans cette poule qu'on a eu les premiers matchs avec plus deux buts inscrits. Peut-être sera aussi la poule qui va livrer le premier qualifié pour les quarts de finale. Oui, cette poule D singe un peu la poule A à la deuxième journée. Quand on a vu Cameroun-Mali à la deuxième journée, c'est exactement le même scénario qui est posé là. Et maintenant, est-ce que ça aura le même dénouement? Le Cameroun et le Mali, on n'a pas eu un qualifié direct parce que dans cette rencontre il n'y a pas eu de vainqueur, et espérons que demain on en aura un par rapport à la verve, puisque dans la verve on voit que la Guinée a marqué 3 buts alors que la Zambie n'en a marqué que 2. Est-ce que la Guinée va continuer à avoir de l'hégémonie dans ce groupe par rapport à sa prestation? C'est tout le mal qu'on peut leur souhaiter. Est-ce que la Zambie va essayer de dicter la loi pour reprendre le bâton de commandement? C'est ça qu'on peut espérer. Mais seulement, ce groupe, comme je l'ai dit, singe un peu le groupe A. Et donc demain, comme Charles le disait tout à l'heure, il faut être spectateur à Limbe pour vraiment vivre en direct ce qui va être un spectacle
admirer. Et à la fin, nous serons là demain à 22h pour commenter ce qu'on aura vu de ces deux matchs de la poule D, deuxième journée. Demain à Limbe. Merci Charles, merci Clément, merci Hermine d'avoir été encore là ce soir. Merci à Dallas Bartel, Tiana, Farel Bounia, à Emos Fongo, Raphaël Dipanda, Gladys Essidier, Raoul Taboufoué et à tous les membres de la région de Pamaris Mikoumou. Toute cette équipe qui m'a accompagné dans la production de cette autre édition spéciale consacrée à la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations. S'il plaît à Dieu, nous vous retrouverons demain avec le même plaisir. Au revoir. Africa yelele, Africa yelele, Africa yelele, we are champions. Africa yelele.